C'est à l'heure actuelle. Écoutez, moi je pense qu'il y a dans l'état de ce qu'on sait, dans l'état actuel de la réglementation, je pense qu'il n'y a pas de problème majeur. D'accord, parce que c'est vrai qu'il y a une question qu'on pourrait se poser. Il se trouve que les boues sont potentiellement pas ou très peu toxiques, vu comme vous les décriviez, mais on peut s'interroger sur le fait que la toxicité, elle vient de produits qui sont consommés en avant ou de déchets qu'on pourrait justement même réduire avant. Est-ce que vous travaillez aussi en amont ou vous contentez de travailler Non, ça c'est très important ce que vous dites. La qualité des boues, elle est directement, je dirais, issue de la qualité de la collecte. La qualité de la collecte, c'est la gestion des, pour faire un petit peu simple, la gestion des égouts. Et si on a une bonne police de réseau, vous avez aussi la réglementation, l'arrêté du 2 février 1998, qui dit voilà ce que vous n'avez pas le droit de rejeter dans le réseau d'eau usée. C'est parce que le tout à l'égout, ça ne veut pas dire je jette tout dans les égouts. Et donc quand on a une maîtrise justement du système de collecte d'une façon assez globale, avec les arrêtés de déversement, un suivi sérieux ponctuellement par des analyses, une vraie politique de partenariat avec les industriels dont le but n'est pas d'aller rejeter toute leur saleté dans les égouts, et bien on arrive à retenir un maximum de pollution à la source. Après, les systèmes de collecte des eaux usées, eh bien, ce sont des systèmes de collecte des activités humaines. Et donc, effectivement, vous avez des résidus médicamenteux, vous avez des résidus de l'activité humaine, vous avez des résidus d'hydrocarbures aussi qui viennent des eaux de ruissellement de voirie. Il y a quand même toutes ces choses-là. Mais je pense que si vous avez des ateliers de traitement de surface, par exemple, qui sont équipés de systèmes de déchromatation, vous n'avez plus de chrome qui est rejeté. D'accord. Voilà. Parce que par exemple, il y avait... Donc c'est un tout. Il me semble que c'était dans le programme Pirensen, mais je ne suis pas tout à fait certaine. Il y avait une étude qui avait été réalisée et qui montrait que les hormones qu'on ingérait, notamment à travers la pilule, n'étaient pas gérées justement dans les stations d'épuration, ce qui fait que certaines eaux pouvaient se déverser dans la Seine et les poissons ingurgitaient trop d'hormones, ce qui modifiait leur comportement de fécondité. Il y avait plus de poissons femelles, par exemple, qui naissaient de poissons. Alors là, on en est sur les résidus de substances pharmaceutiques. Oui, c'est une réalité de la vie des hommes et des femmes qui vivent dans les villes. Alors, il y a un moyen aussi de les supprimer, il y a un moyen de traiter ce problème. C'est ce qu'on appelle les traitements tertiaires. Ça vise à éliminer les micropolluants. Alors, c'est à base d'oxydation par le peroxyde, par les ultraviolets, de l'absorption sur charbon actif. Techniquement, on sait faire. Techniquement, on peut faire ça. Et c'est fait à l'heure actuelle ou... Il y a des études pilotes qui sont conduites, et puis vous avez des pays qui ont commencé à s'équiper, comme la Suisse, par exemple. D'accord. Parce que c'est un réel enjeu, du coup. C'est un réel enjeu, mais c'est surtout un réel coût. Oui, c'est vrai aussi. Est-ce que vous pensez qu'on peut exporter ce système d'assainissement que vous décrivez dans les pays dits en développement? Vous, notamment, vous avez dit que vous avez un poste auprès de la Méditerranée. J'imagine que vous vous intéressez aussi aux pays du Maghreb. Écoutez, je pense que, d'abord, ce n'est pas un système qui est proprement franco-français. Oui. Le système de gestion des eaux usées, il se fait à peu près de la même façon un peu partout dans le monde, avec la base de réseau et puis l'usine de traitement. Ce qui est vraiment important, après, l'assainissement non collectif sera peut-être plus adapté à des zones d'habitat diffus, mais les stations d'épuration, les grosses stations d'épuration que nous avons chez nous, elles sont assez semblables à celles qu'on va retrouver dans d'autres pays. C'est peut-être le degré d'exigence de traitement où nous, ce qu'on a connu avec simplement un tuyau où on rejetait les eaux usées un petit peu plus loin de chez nous, puis après on s'est mis à les traiter, puis après on a traité l'azote et le phosphore, puis peut-être un jour on traitera les micropolluants. Là c'est pareil, c'est un degré de développement qui va aller en fonction de la capacité à la vitesse. Voilà. Et je pense que par contre ce qui est important, pour avoir une vraie politique sanitaire d'assainissement, c'est d'avoir une volonté politique. La volonté politique, c'est de décider, et ça ce sont les politiques publiques qui décident ça, de décider d'aller dans telle direction sur la mise en œuvre d'un programme d'assainissement. Alors du coup, du côté de Veolia, est-ce que vous avez eu connaissance dans votre entreprise de marchés publics qui ont pu être remportés, ou de partenariats publics-privés qui ont été remportés à l'étranger par Veolia, dans la mise en place d'un système d'assainissement collectif? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Nous, si vous voulez, notre métier, c'est d'être opérateur, c'est pas d'être décideur. On ne décide pas de l'organisation du service.
Après, la puissance publique, donc ça peut être les gouvernements, décide de confier l'opération, la gestion, parfois même la construction aussi, à une entreprise dont c'est le métier. Et donc effectivement, oui, on travaille dans pas mal de pays, comme ça, on travaille au Maroc, on travaille en Chine, on travaille un petit peu partout, mais on n'est pas les seuls. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de... Voilà, mais je crois que ce qui est important pour avoir un système qui fonctionne, c'est d'avoir une décision claire et de s'y tenir. Et du coup, en parlant de décision claire, revenons un peu en France. Est-ce que les accords de Paris et toutes les lois concernant la transition écologique ont amené des normes nouvelles ou des enjeux nouveaux concernant les systèmes d'assainissement, qu'ils soient collectifs ou individuels? Oui, je crois qu'on assiste aujourd'hui à une évolution de l'assainissement vers plus d'économie circulaire. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, dans les eaux usées, vous avez de l'azote, vous avez du phosphore, vous avez de la matière organique, vous avez de la température, vous avez de l'eau chaude, enfin elle est à 20 degrés, et puis vous avez du carbone. Et en fait, l'assainissement, comme toute activité, elle fait partie. C'est un élément aussi, on le regarde au travers de la transition énergétique. Donc par exemple, depuis des statistiques à peu près, depuis 5-6 ans, vous avez une augmentation extrêmement forte de la digestion des boues. La digestion des boues, c'est récupérer le carbone pour produire du biométhane, pour l'injecter dans le réseau, du gaz naturel vert, ou pour produire de l'électricité verte. Ben, ça, je dirais que c'est quelque chose qui se développe beaucoup plus, parce que c'est un choix politique d'aller dans telle direction. Vous avez aujourd'hui les réseaux d'eau usée servent de réservoir de chaleur, et on y met des pompes à chaleur pour récupérer les calories qui sont dans les eaux usées, parce que les pompes de votre douche, ce n'est pas l'eau froide. Bon. Ces calories sont récupérées dans les réseaux et puis servent à chauffer des piscines, des écoles. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle du recyclage, de la circularisation. Voilà. Et on a vraiment cette tendance, de même que la réutilisation de l'eau, à laquelle personnellement je crois beaucoup. Je pense que l'eau est trop précieuse pour n'avoir qu'une vie, enfin, un symbole, mais en sortie de traitement, il y a des endroits sur lesquels vous avez une tension sur la ressource, on peut la réutiliser pour faire de l'irrigation. Voilà. Il n'y a peut-être pas nécessité forcément de la réutiliser en eau de boisson, si on peut faire autrement, c'est pas plus mal, mais de la réutiliser pour faire de la recharge de nappe, moyennant contrôle et certaines conditions, pour faire de l'irrigation. Pourquoi pas faire des puits de carbone en arrosant, je dirais, des plantations d'eucalyptus, là où il fait chaud, et voilà, plutôt que de la rejeter dans la mer, par exemple. Mais là, vous parlez justement de l'économie circulaire, mais tout à l'heure, vous aviez évoqué les chiffres d'enfouissement et puis d'incinération. Finalement, c'est très peu, c'est de l'ordre de 5%. Oui. Donc finalement, c'est déjà l'économie circulaire, elle est déjà là. Donc faire le choix du biogaz, c'est aussi faire le choix de ne pas épandre, de ne pas composter. Si, parce que quand vous passez des boues dans un digesteur, il vous en reste quand même. D'accord. Vous en enlevez en gros 30%. Vous diminuez la quantité de 30%, mais ces 30% vous font un gaz naturel vert. D'accord, très bien. Donc en fait, c'est ce qu'ils rejettent, on peut encore... Ah oui, le zéro déchet. Parce que là, du coup, quelle est la part la plus importante de déchets émis par les systèmes d'assainissement? Ce sont les boues. Les boues. Mais il y en a très peu qui sont... Enfin, la part que vous conservez pour le biogaz, quand elle partait pas pour le biogaz, donc il y a quelques années, elle partait où? En compostage, en épandage, en valorisation thermique. D'accord, donc c'est très bien. Et quelles sont les grandes orientations que du coup va prendre Veolia pour les prochaines années à venir? Je dirais que d'abord, c'est de mieux servir encore nos clients, ça c'est la première chose. La deuxième, je pense qu'on va vers des systèmes de plus en plus, avec un impact environnemental de plus en plus limité. On va essayer d'avoir des systèmes de plus en plus économes en consommation énergétique, en réactif. On va essayer de récupérer un maximum de ce qu'on peut dans les boues, que ce soit, donc je vous l'ai dit, l'azote, le phosphore, la matière organique, la chaleur. On va essayer de... Voilà, c'est un peu le sens peut-être des usines un peu plus décentralisées. Là, c'est pas nous qui faisons les choix d'organisation. Mais voilà, très clairement, c'est dans ce sens-là. Le minimum d'impact environnemental,
le minimum de coûts, parce que c'est important aussi, puis je dirais le maximum d'efficacité. Parce que du coup, à l'heure actuelle, pour avoir plus de précision, le principal défaut des systèmes d'assainissement qui soient... Bon, d'abord, le principal défaut des systèmes d'assainissement collectif au niveau de l'impact environnemental, c'est quoi selon vous? Bah moi, je pense que c'est pas un défaut, parce que je pense que le principal vertu, c'est qu'ils sont d'abord extrêmement efficaces. Après, ils sont un peu énergivores. Voilà, donc ça consomme de l'énergie, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc c'est ça qui vous semble le plus Je pense que c'est problématique. c'est pas problématique, mais c'est un axe de progrès dans lequel il faut aller, dans lequel il faut qu'on aille, dans lequel on cherche. La recherche travaille là-dessus tout le temps. La revalorisation de tout ce qu'on peut revaloriser, c'est évidemment un thème de recherche sur lequel on travaille nous, mais les autres, et on travaille avec les autres. On travaille aussi avec nos clients, on travaille avec les agences de l'eau, on travaille avec l'IRSTEA, on travaille, voilà, c'est pas chacun dans son coin. Voilà. Donc vous travaillez aussi avec d'autres pays européens? Bien sûr. Et on a 5 centres de recherche dans le monde, on a beaucoup de partenariats avec des universités. C'est ce qu'on appelle la co-construction. Je pense que l'enrichissement, il vient de l'échange des cultures, des expériences. Un laboratoire aura des points forts, et nous, on aura peut-être une capacité à industrialiser une idée ou un procédé. Parce que du coup, est-ce que vous avez une connaissance d'un système d'assainissement qui soit collectif ou individuel dans un autre pays qui vous a particulièrement agréablement surpris ou qui a en tout cas interpellé? On trouve toujours des bonnes idées vachement sympas dans plein d'endroits. D'accord, donc pas seulement en Europe aussi. Bon. Est-ce que des pays comme des pays en développement qui sont un petit peu plus, qui ont moins d'argent, vous avez parlé du coût du système d'assainissement en France, est-ce qu'ils ont développé des solutions qu'on peut interpeller les Oui, moi j'ai le souvenir d'avoir entendu parler d'un système que j'avais trouvé vachement astucieux, un pays chaud, où on faisait de la digestion directement des eaux usées, parce qu'elles étaient à la bonne température. Donc cette récupération, je dirais, du carbone, on le faisait en direct sur l'eau brute, mais parce qu'il n'y avait pas besoin de chauffer. Et, voilà. Donc c'est des systèmes qui, à chaque fois, le système il doit être adapté à son environnement, à son milieu. D'accord. Moi, je propose que vous posiez quelques petites questions, si vous en avez, sur le système d'assainissement. Vous êtes à l'IDES, vous pouvez peut-être vous intéresser plus aux pays en développement, ou comme on a déjà abordé la question de l'économie circulaire, puisque c'est une thématique qui porte un peu notre site de conférence. Mais également l'aborder. Par rapport à la législation, quel pays ont un lien avec vous? Quels utilisent votre service? Quel pays? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de l'export chez nous. Donc, mais je sais qu'on a, je crois qu'on travaille, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je préfère m'abstenir, mais je sais qu'on travaille un petit peu là aussi. En tout cas, si on devait donner une idée générale du système d'assainissement en France, c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Moi, je trouve que c'est un système qui fonctionne extrêmement bien, dans lequel vous avez trois rôles qui sont bien identifiés. Vous avez la puissance publique, les élus qui décident du système qu'ils veulent, de son organisation. Vous avez un accompagnement par les agences de l'eau qui sont à la fois compétents, qui ont vraiment des moyens à mettre au service de ça. Et puis vous avez des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, c'est pas la question, qui sont compétents et qui font le boulot. Et donc vous avez globalement un service qui est assez bien, qui est globalement assez bien géré, je trouve. En France, mais disons, voilà,